Dans une salle d'audience étouffante sous les néons vacillants, une femme menottée défie du regard un officier arrogant. Qui est-elle, la nouvelle chef de police, victime d'une arrestation scandaleuse orchestrée par un homme assoiffé de pouvoir? Voici l'histoire d'une lutte pour la justice où le badge n'est pas un bouclier, mais une arme à double tranchant. À vous, spectateurs, si vous croyez en l'égalité et en la responsabilité, criez votre soutien, likez, partagez et commentez « Justice pour tous » pour amplifier cette bataille contre l'injustice. La ville de River Point bourdonne d'une énergie fébrile. Les rues baignées dans la lumière crue du soleil, couchant semblent retenir leur souffle. Une nouvelle fait trembler les fondations de la ville. Pour la première fois, une femme noire, Élise Dubois, est nommée chef de police. Élise, la trentaine avancée, porte son uniforme avec une dignité silencieuse. Ses traits acérés, ses cheveux soigneusement tressés, ses yeux bruns perçants, tout en elle respire l'autorité. Elle ne marche pas, elle avance. Elle ne parle pas, elle ordonne. Pourtant, sous cette assurance, une tempête couve, car à River Point, le changement est une menace. Et Élise, avec sa peau sombre et son badge doré, est une menace ambulante. Dans l'ombre, Vincent Laroche, un officier vétéran observe. Grand, imposant, les yeux bleus froids comme l'acier Laroche, est un homme de contrôle. Depuis 20 ans, il règne sur les rues, pliant les règles à sa volonté. Son badge, une arme. Sa réputation, une armure. L'annonce de la nomination d'Élise le frappe comme une insulte. Une femme noire à la tête de son département, pour lui c'est une aberration, un affront à l'ordre naturel qu'il a toujours défendu. Dans un café miteux à l'écart des regards, il murmure à son partenaire Paul Garnier, un jeune officier malléable, « Elle ne durera pas un mois, je vais m'en assurer ». Garnier, hésitant, hoche la tête. Il ne partage pas la haine viscérale de Laroche, mais il sait que s'opposer à lui, c'est se brûler les ailes. Élise, elle ne perd pas de temps. Dès son premier jour, elle arpente les couloirs du commissariat sans fanfare, sans escorte. Elle observe, elle écoute. Les plaintes contre Laroche affluent, mais elles sont toujours étouffées, noyées dans la bureaucratie. Des rapports d'usage excessif, de la force des témoignages de civils brutalisés, des arrestations sans motif. Laroche est une tache sombre dans le système, un prédateur protégé par ses alliés. Élise note chaque détail, son esprit aiguisé comme une lame. Elle sait que nettoyer ce département sera comme arracher des mauvaises herbes enracinées dans du béton. Mais elle n'a jamais reculé devant un défi. Le soir, dans son bureau temporaire, un message glisse sous sa porte. Une note anonyme tapée en lettres grasses « Reste à ta place. Cette ville n'a pas besoin de toi. » Élise fixe le papier, sa mâchoire se crispe. Ce n'est pas la première fois qu'elle lit des mots comme cela. Ce ne sera pas la dernière. Elle froisse la feuille et la jette à la poubelle. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire, murmure-t-elle, un sourire froid aux lèvres. Elle n'est pas venue pour plaire. Elle est venue pour changer les choses. Mais la tempête éclate plus tôt qu'elle ne l'attendait. Lors d'une conférence de presse organisée pour présenter Élise à la communauté Laroche, frappe fort. Devant une foule de journalistes et de citoyens, il interrompt son discours micro en main, sa voix tonnant comme un coup de tonnerre. Cette femme soi-disant chef a-t-elle vraiment les mains propres? J'ai entendu des rumeurs, des enveloppes d'argent, des faveurs sous la table. Vous voulez une chef corrompue? La foule retient son souffle. Les flashs des caméras crépitent. Élise, debout sur l'estrade, sent la colère monter, mais elle reste immobile, son visage de marbre. Laroche savoure son moment, un sourire cruel aux lèvres. Il pense l'avoir brisée. Il pense que la foule va se retourner contre elle. Mais il sous-estime Élise, et il sous-estime la vérité. Clara Nguyen, une jeune journaliste intrépide, est dans la foule. Ses lunettes glissent sur son nez alors qu'elle griffonne furieusement dans son carnet. Clara a grandi à River Point. Elle connaît les jeux de pouvoir, les mensonges qui circulent dans les coulisses. Elle ne croit pas un mot de Laroche. Ces accusations puent le désespoir, la peur d'un homme qui voit son trône vaciller. Clara échange un regard avec Malik Turner, un détective discret mais loyal qui travaille dans l'ombre pour Élise. Malik secoue la tête, un avertissement silencieux. Laroche est dangereux. Clara acquiesce, mais son stylo ne s'arrête pas. Elle sent une histoire, une vraie, et elle ne lâchera pas. Quelques jours plus tard, Élise décide de se fondre dans la ville. Pas d'uniforme, pas de badge. Juste une femme en pantalon noir et chemisier vert marchant dans les rues qu'elle a juré de protéger. Elle veut comprendre River Point et sentir son pouls et écouter ses murmures. Mais à River Point, la couleur de peau parle plus fort que n'importe quel titre. Alors qu'elle traverse une rue près du tribunal, son téléphone vibre. Un message de Malik, Laroche.
plaintes multiples. Rien d'officiel. Il a des protecteurs. Fais attention. Élise glisse le téléphone dans sa poche, les sourcils froncés. Laroche. Ce nom revient sans cesse comme une ombre qui refuse de disparaître. Soudain des pas lourds résonnent derrière elle. « Et toi ?» La voix est grave menaçante. Élise se retourne, son cœur battant à un rythme régulier. C'est lui. Vincent Laroche, en uniforme, la démarche arrogante, les yeux plissés. À ses côtés, Paul Garnier, mal à l'aise, traîne les pieds. Laroche la toise, son regard glissant sur elle, comme si elle n'était rien. « Qu'est-ce que tu fais près du tribunal ?» demande-t-il, la main posée sur sa ceinture près de son arme. Élise croise les bras, sa voix calme mais ferme. Marcher dans une rue publique n'est pas un crime officier. Laroche ricane un son les chargé de mépris. Ne fais pas la maligne. Les gens comme toi, toujours à traîner, à causer des problèmes. Montre-moi une pièce d'identité. Tout de suite. Le mot « comme toi » coupe l'air comme une lame. Élise sent la colère monter brûlante, mais elle la contient. Elle pourrait montrer son badge, mettre fin à cette mascarade en une seconde. Mais quelque chose la retient. Elle veut voir jusqu'où il ira. « Vous avez une raison valable pour me demander ça », rétorque-t-elle, les yeux plantés dans les siens. Laroche perd patience. Il s'approche, envahissant son espace. « Tu joues les durs », grogne-t-il. Sans attendre, il saisit son bras, le tord dans son dos, avec une brutalité calculée. Les menottes claquent autour de ses poignets froides, humiliantes. « Tu refuses d'obéir à un officier. Mauvais choix. » La rue s'arrête. Les passants ralentissent certains films avec leur téléphone, mais personne n'intervient. Ils ont vu ce spectacle trop souvent, un officier blanc, une femme noire, une arrestation sans raison. Élise ne résiste pas. Elle laisse Laroche la pousser vers sa voiture de patrouille, son regard fixé droit devant. La rage bouillonne en elle, mais elle la canalise. « Vous faites une grave erreur », dit-elle, sa voix aussi tranchante qu'un rasoir. Laroche éclate de rire, un son cruel, qui résonne dans la rue. « La seule erreur, c'est toi qui penses pouvoir me défier. » Et là, dans la lumière déclinante, un incident ignoble se produit. Laroche, savourant son pouvoir, attrape le sac d'Élise et le jette au sol. Son contenu se répand d'un portefeuille, un carnet, un badge doré, qui brille sous les réverbères. Laroche ne le remarque pas. Mais Paul Garnier, hésitant, s'accroupit pour ramasser les affaires. Ses doigts s'arrêtent sur le badge. Ses yeux s'écarquillent. « Officier Laroche !» murmure-t-il, la voix tremblante. Laroche se retourne agacé. « Quoi encore ?» Garnier lève le badge, son visage blême. « C'est la chef de police. Élise Dubois. » Le silence tombe comme une guillotine. Laroche cligne des yeux, son sourire s'efface. La foule murmure, les téléphones capturent chaque seconde. Élise, toujours menottée, redresse la tête. Ses yeux brûlent d'une détermination froide. « Vous vouliez me mettre à ma place, officier », dit-elle, chaque mot pesant comme du plomb. « Vous venez de faire la pire erreur de votre carrière. » Laroche recule d'un pas, son assurance vacille. Mais il est trop tard. Le tribunal se profile à l'horizon, ses portes prêtes à s'ouvrir sur un scandale qui ébranlera River Point. Dans la foule, Clara Nguyen filme, son cœur battant à tout rompre. Elle sait qu'elle tient une histoire explosive. Malik, à quelques mètres, serre les poings. Il a vu Laroche détruire des vies, intimider des innocents, mais cette fois, il est allé trop loin. La colère monte, une vague brûlante qui menace d'engloutir la ville. Élise, menottée mais inébranlable, marche vers le tribunal. Elle n'est pas une victime. Elle est une tempête. Et Laroche, sans le savoir, vient de déclencher l'ouragan. À vous, spectateurs. Si cette injustice vous révolte, si vous croyez que personne ne devrait être humilié à cause de sa peau ou de son courage, likez cette histoire. Commentez « Justice pour tous » et partagez pour que le monde entende ce cri. La bataille d'Élise ne fait que commencer et elle a besoin de votre voix. Restez avec nous, car ceux qui suivent à vous couper le souffle. Les lourdes portes du tribunal se referment avec un fracas qui résonne comme un glas, emprisonnant Élise Dubois et Vincent Laroche dans un silence oppressant. La foule à l'extérieur murmure, les flashs des caméras crépitent comme des éclairs dans une tempête imminente. Élise, menottée, avance dans le hall de marbre, son regard d'acier fixé droit, devant défiant la honte que Laroche a tenté de lui imposer. Lui, derrière elle, pousse un rictus nerveux, ses mains tremblant légèrement. Il croyait l'avoir brisé, humilié devant tout River Point, sa ville, son territoire. Mais il vient de commettre l'irréparable, il a menotté sa propre chef, la première femme noire,
à la tête de la police. La honte brûle son visage, mais la rage l'aveugle encore. Il ne voit pas le piège qui se resserre autour de lui, pas encore. Ses pas lourds résonnent sur le sol, un écho de son arrogance qui se fracture à chaque instant. Dans la salle de traitement, les néons bourdonnent jetant une lumière crue sur les murs défraîchis. Laroche pousse Élise vers un fauteuil en plastique, sa voix rauque chargée de mépris. « Assieds-toi et ferme-la », grogne-t-il, croyant encore qu'il contrôle la situation. Il se tourne vers l'officier au comptoir Julien Moreau, une jeune recrue aux yeux nerveux, et aboie, vérifie son identité. Elle cache quelque chose, je le sens. Julien, mal à l'aise, ouvre le sac d'Élise, avec des doigts hésitants. Ses yeux s'écarquillent lorsqu'il découvre le badge doré gravé du titre « Chef de police ». Son visage blêmit comme s'il tenait une bombe à retardement. « Officier Laroche » murmure-t-il, levant le badge, comme une preuve accablante. Laroche fronce les sourcils, agacé son ego, refusant la vérité. « Quoi, elle l'a volé, c'est ça, une fausse ?» Julien secoue la tête, sa voix tremblante. « Non, monsieur. C'est Élise Dubois, la nouvelle chef. » Le silence frappe la pièce comme un coup de massue. Laroche se fige, ses yeux passant du badge à Élise, qui le fixe avec un calme terrifiant. Pour la première fois, il la voit vraiment. Pas une civile, pas une cible à intimider, mais la femme qui tient désormais sa carrière entre ses mains. Élise immobile, parle enfin chaque mot comme une lame aiguisée. « Vous vouliez montrer votre pouvoir, Laroche ? Vous venez de signer votre chute. » Laroche recule d'un pas, son arrogance s'effrite comme du sable sous une vague. « Attendez, elle n'a pas dit qui elle était, » balbutie-t-il, cherchant désespérément une excuse. Mais la porte s'ouvre à la volée et la capitaine Sophie Leroux, supérieure directe de Laroche, entre en trombe, son visage rouge de colère. « Laroche, espèce d'imbécile !» hurle-t-elle, ses yeux lançant des éclairs. « Enlève ces menottes tout de suite. Tu viens d'arrêter ta chef. » Julien, tremblant comme une feuille, se précipite pour libérer Élise. Les menottes tombent avec un cliquetis métallique, un son qui résonne comme une sentence. Élise se lève lentement, roulant ses poignets, endolorie, son regard ne quittant jamais Laroche. La salle est étouffante, l'air chargé d'une tension palpable. Laroche, acculée, tente de reprendre le contrôle. « Capitaine, elle résistait. Elle refusait de s'identifier, » bredouille-t-il, sa voix trahissant une panique qu'il ne peut masquer. Sophie le coupe, sa voix tranchante comme une guillotine. « Résistait. Tu l'as brutalisée sans motif. Tu as humilié la plus haute autorité de ce département devant tout le monde. » Elle se tourne vers Élise, son ton adouci, presque suppliant. « Madame la chef, je vous présente mes excuses au nom du département. » Élise hoche la tête, son expression impassible, mais ses yeux brûlent d'une détermination froide. « Nous discuterons au commissariat, capitaine. Il y a beaucoup à dire. » Puis, elle se tourne vers Laroche, sa voix basse mais lourde de menace. « Quant à vous, officiers, profitez de votre badge. Il ne vous protégera plus longtemps. » Laroche reste cloué sur place, le souffle court, son monde vacillant. La salle semble rétrécir, les murs, se refermer sur lui comme une prison invisible. Il a toujours su naviguer dans les ombres, plier les règles, écraser ceux qui osaient le défier. Mais Élise Dubois n'est pas comme les autres. Elle est une force qu'il ne peut ni intimider ni corrompre. Et maintenant, il est dans son viseur, une proie marquée par sa propre arrogance. Au commissariat, l'atmosphère est électrique, presque suffocante. Les officiers murmurent dans les couloirs, leurs regards se croisant lourds de sous-entendus. La nouvelle de l'arrestation scandaleuse de Lise s'est répandue comme une traînée de poudre, alimentant les conversations dans chaque coin du bâtiment. Laroche, autrefois craint, presque révéré, est désormais une cible. Il traverse les couloirs, la poitrine gonflée, tentant de sauver la face, mais les chuchotements le suivent comme des ombres menaçantes. Il a menotté la chef. Il va tomber, c'est sûr. Comment a-t-il pu être aussi stupide ? Malik Turner, le détective loyal à Élise, l'observe depuis son bureau, un sourire discret aux lèvres. « Bien joué, Laroche » murmure-t-il, son stylo tapotant son carnet. « Tu viens de te tirer une balle dans le pied. » Malik, un homme dans la trentaine, la peau sombre et les yeux perçants, a toujours été un observateur. Il connaît les rouages du département, les alliances fragiles, les secrets enfouis sous des piles de rapports. Il a vu Laroche détruire des vies, intimider des collègues, manipuler le système pour rester intouchable. Mais avec Élise, les règles ont changé. Malik sait qu'elle est différente. Elle ne se contentera pas de belles paroles ou de compromis. Elle est là pour déraciner la corruption, et Malik est prêt à risquer sa carrière pour l'aider.
Élise, elle ne perd pas une seconde. Dans la salle de conférence, elle se tient debout imposante face à une assemblée d'officiers tendus. Derrière elle, un écran affiche des statistiques accablantes, plaintes de citoyens ignorés, incidents de force excessive, étouffés, rapports falsifiés. Le nom de Laroche apparaît à plusieurs reprises comme une tache indélébile sur le tissu du département. « Mesdames et messieurs », commence-t-elle sa voix claire et autoritaire, coupant le silence comme une lame. Ce département a trop longtemps fermé les yeux sur la corruption. Les plaintes ont été ignorées, les abus couverts, les innocents laissés sans justice. Cela s'arrête aujourd'hui. Les officiers se taisent hypnotisés par sa présence. J'ordonne un audit complet de toutes les conduites d'officiers. Chaque rapport, chaque plainte, chaque incident sera examiné. Si vous avez agi avec intégrité, vous n'avez rien à craindre. Sinon, elle laisse la phrase en suspens, ses yeux, balayant la salle, s'arrêtant une fraction de seconde sur Laroche. Il est au fond, les bras croisés, son visage rouge de colère contenue. Il sait que cet audit le détruira. Mais Laroche n'est pas homme à se rendre sans combattre. Dans son bureau, il arpente la pièce comme un lion en cage, son cœur battant à tout rompre. Son téléphone vibre, un message de son allié, le lieutenant Marc Duval. « Elle va tout déterrer. Tes rapports, tes plaintes. Faut agir vite. » Laroche serre les poings, la rage bouillonnant en lui comme un volcan prêt à exploser. Élise Dubois veut jouer les héroïnes. Elle veut nettoyer son département. Il va lui montrer ce qu'il en coûte de défier un homme comme lui. Il appelle Duval, sa voix tremblante de fureur. « On passe à l'offensive, » grogne-t-il. « Trouve quelque chose sur elle. N'importe quoi. Une rumeur, une accusation, je m'en fous. Elle doit tomber. » Duval hésite, sa voix basse. « Vincent, elle est clean. On n'a rien de solide contre elle. » Laroche explose, frappant son bureau du poing. « Fabrique quelque chose alors, une rumeur, un faux rapport. Je m'en fiche, fais-la tomber. » Le lendemain, une rumeur venimeuse se répand dans la ville comme un poison. Des murmures suggèrent que Élise aurait des liens avec des criminels, qu'elle aurait accepté des pots de vin pour obtenir son poste. Les réseaux sociaux s'enflamment, des commentaires haineux pleuvent, alimentés par des comptes anonymes. « Elle n'est pas légitime », écrit l'un. Une corrompue de plus accuse un autre. Clara Nuyen, la journaliste intrépide, lit ses posts avec un dégoût palpable. Ses lunettes glissent sur son nez alors qu'elle tape furieusement sur son clavier. Elle sait que c'est l'œuvre de Laroche. Elle a vu comment il opère, salir, diviser, détruire. Clara a grandi à Riverpool, dans un quartier où les abus de pouvoir sont monnaie courante. Elle a vu des familles déchirées, des vies brisées par des hommes comme Laroche. Cette fois, elle ne le laissera pas gagner. Dans un café discret, Clara rencontre Malik en secret, loin des regards indiscrets. « J'ai trouvé une vidéo », murmure-t-elle, son regard brillant d'excitation et de peur. Laroche, il y a 2 ans, en train de tabasser un gamin innocent, Jamal Carter, 19 ans. Le gosse a fini à l'hôpital paraplégique. La plainte a été enterrée par ses supérieurs. Malik se raidit ses poings, se serrant sous la table. « Tu peux prouver que c'est lui. » Clara hoche la tête, sortant son téléphone pour montrer un extrait flou. Mais accablant Laroche en uniforme, frappant un jeune homme menotté, son visage tordu par la rage. « Mais il sait que je creuse », ajoute-t-elle, la voix tremblante. « Hier, quelqu'un a forcé ma voiture, laissé un message « Arrête ou tu regretteras ». Malik pose une main sur son épaule, son regard dur. « Sois prudente, Clara. Laroche est un serpent. Il ne recule devant rien. » Et le serpent frappe encore plus bas, plus cruel. Dans un acte d'une cruauté abjecte, Laroche vise Malik directement. Dans la nuit, un appel anonyme réveille Malik. Une voix froide murmure « Arrête de fouiner Turner, ou ta femme et tes gosses paieront pour toi. » Malik, en sueur, serre son téléphone, la peur et la rage se mêlant dans ses veines. Ses 2 enfants, Amara et Noah, dorment dans la pièce d'à côté. Sa femme, Lena, est déjà inquiète à cause des longues heures qu'il passe au travail. Il sait que c'est Laroche. Cet homme n'a pas de limite, pas de morale. Il ne s'arrête pas à la loi, seulement à son propre pouvoir. Malik, tremblant, appelle Élise. « Il va trop loin, chef. Il menace ma famille. » Élise, de l'autre côté du fil, reste silencieuse un instant. Puis, d'une voix d'acier, « Il pense qu'il peut nous briser. » « Il se trompe. » Continue à creuser Malik. « Je m'occupe de lui. » Élise est une stratège, un roc face à la tempête. Elle sait que Laroche ne s'arrêtera pas. Elle anticipe ses coups, chaque mouvement calculé comme une partie d'échecs. Avec l'aide de Sophie Leroux,
Elle met en place un système de surveillance interne. Chaque rapport, chaque connexion au serveur est tracé, chaque accès, surveillé par des caméras discrètes. Elle confie à Malik la tâche de surveiller Laroche de près. « Il va essayer de saboter l'audit », dit-elle, ses yeux brillants d'une détermination froide. « Laisse-le s'enfoncer. On le prendra sur le fait. » Et Laroche, aveuglé par son arrogance, tombe droit dans le piège. Dans la salle des archives tard dans la nuit, il glisse un faux rapport accusant Élise de corruption, utilisant un login volé d'un officier subalterne. Il pense être intouchable, un maître des ombres. Mais les caméras silencieuses enregistrent chaque mouvement. Malik, dans l'ombre, regarde l'écran de surveillance et sourit. « On te tient, salaud ». Le lendemain matin, Laroche savoure son triomphe illusoire. Il croit avoir repris le contrôle, avoir semé le doute sur Élise. Il s'imagine déjà son humiliation publique, sa chute inévitable. Mais au commissariat, l'atmosphère change subtilement. Les officiers évitent son regard, leurs conversations s'interrompent lorsqu'il passe. Il sent le vent tourner, mais il refuse de l'admettre. Dans la salle de conférence, Élise convoque tout le personnel. Elle se tient droite, une tablette à la main, son visage impassible, mais ses yeux brûlants d'une colère contenue. « Officier Laroche », commence-t-elle, sa voix, résonnant comme un glas dans la pièce silencieuse. « Vous avez tenté de falsifier des preuves contre moi. Vous avez menacé des collègues. Vous avez brutalisé des innocents comme Jamal Carter, un jeune homme qui ne pourra plus jamais marcher à cause de vous. » Elle lève la tablette, montrant une capture vidéo Laroche, dans la salle des archives, en train de manipuler des fichiers. La salle retient son souffle. Laroche blêmit ses poings, se serre ses ongles, s'enfonçant dans ses paumes. « C'est un mensonge !» hurle-t-il, sa voix tremblante de rage et de peur. Mais Élise ne fléchit pas. Les logs d'accès, les vidéos, tout est là. Vous êtes fini. Sophie Lerousse avance, son regard dur comme l'acier. Remettez votre badge, Laroche. Maintenant. La salle est figée, tous les yeux rivés sur lui. Laroche, acculé, explose, sa voix résonnant dans la pièce. Vous pensez que vous pouvez me détruire. Cette ville est à moi. J'ai fait plus pour River Point que vous ne le ferez jamais. Il pointe Élise, son doigt tremblant, son visage rouge de fureur. Toi, tu ne seras jamais à la hauteur. Ils te jetteront dès qu'ils en auront fini avec toi. Tu n'es rien. Élise, impassible, répond d'une voix calme mais lourde de menaces. La ville n'appartient à personne, Laroche. Surtout pas à des hommes comme vous qui utilisent leur badge pour opprimer au lieu de protéger. Laroche, tremblant, arrache son badge et le jette au sol. Le métal claque contre le carrelage, un son qui résonne comme une sentence définitive. Il sort en trombe, bousculant les officiers sur son passage, mais tous savent que ce n'est pas la fin. Laroche ne tombe pas sans se battre. Il est blessé, humilié, mais il est encore dangereux. Dehors, Clara Nguyen attend, son appareil photo près, son cœur battant à tout rompre. Elle a reçu la vidéo de Malik, celle de Laroche frappant Jamal Carter. Elle sait que publier ces images détruira Laroche pour de bon, mais elle sait aussi le danger qu'elle court. La nuit précédente, un homme l'a suivie dans une ruelle sombre, ses pas lourds, résonnant derrière elle. Elle a couru le cœur dans la gorge jusqu'à atteindre une rue éclairée. Laroche a des alliés, des ombres prêtes à frapper pour lui. Mais Clara ne recule pas. Elle envoie la vidéo à son rédacteur en chef, ses doigts tremblants sur son téléphone. « Publiez ça, tout de suite. La vérité doit éclater même si elle doit en payer le prix. » Elle pense à Jamal, à sa mère en pleurs à l'hôpital, à toutes les vies brisées par l'arrogance de Laroche. Elle ne peut pas rester silencieuse. Élise, dans son bureau, fixe la ville par la fenêtre. La nuit est tombée, peignant River Point d'ombres mouvantes. Les lumières de la ville scintillent, mais elles ne peuvent masquer la tempête qui couve. Laroche est blessé mais pas vaincu. Elle sait qu'il frappera encore plus fort, plus bas, comme un animal acculé. Elle prend son téléphone et appelle Malik. « Reste vigilant », dit-elle, sa voix ferme. « Il va chercher à nous briser. Toi, moi, Clara. Il n'a plus rien à perdre. » Malik, de l'autre côté, répond d'une voix tout aussi résolue. « Qu'il essaie. On est prêt. » Élise raccroche un sourire déterminé aux lèvres. Laroche pense qu'il peut la faire plier. Il se trompe. Elle n'est pas seule. Elle a Malik, Clara, Sophie et la vérité de son côté. Et à River Point, la vérité est une arme plus puissante que n'importe quel badge. Mais la bataille est loin d'être terminée. Laroche, tapis dans l'ombre, prépare déjà son prochain coup, et Élise sait qu'il sera plus vicieux que jamais. À vous, spectateurs. Si la cruauté de Laroche, ses menaces ignobles, sa brutalité impunie,
vous révolte si vous refusez qu'un homme comme lui piétine la justice et brise des vies, criez votre colère, likez cette histoire, partagez-la, commentez « Justice pour tous » pour soutenir Élise dans sa lutte contre la corruption. La bataille est loin d'être finie. Restez avec nous car le prochain coup de Laroche pourrait tout changer et la vérité ne restera pas silencieuse. Le commissariat de River Point est une ruche en ébullition, l'air saturé d'une tension si dense qu'elle semble prête à exploser. Les murmures des officiers résonnent dans les couloirs, leur voix basse, presque craintive, comme s'ils craignaient de réveiller une tempête. Vincent Laroche, l'homme qui régnait autrefois sur ces lieux avec une autorité brutale, n'est plus qu'une ombre brisée. Déchu, humilié, dépouillé de son badge, il a perdu le pouvoir qu'il brandissait comme une arme. Mais la menace qu'il représente plane encore tel un vautour affamé prêt à fondre sur sa proie au moindre signe de faiblesse. Ulysse Dubois, debout dans son bureau, fixe la ville plongée dans une obscurité oppressante. Les lumières des immeubles scintillent faiblement, incapables de masquer la tempête qui se profile à l'horizon. Laroche n'est pas finie, elle le sait. Un homme comme lui ne disparaît pas sans laisser des cicatrices profondes, des blessures qui saignent encore. Et ce matin, alors que le soleil perce à peine les nuages gris, la guerre qu'il a déclenchée atteint son paroxysme, une bataille où la justice et la corruption s'affrontent dans un duel sans merci. Dans une ruelle sombre à l'écart des regards indiscrets, Laroche se tient adossé à un mur de briques crasseux, son visage marqué par la rage et l'épuisement. Son uniforme, symbole de son pouvoir, a disparu, remplacé par une veste élimée qui pend sur ses épaules. Mais son regard reste celui d'un prédateur froid, calculateur, brûlant d'une haine inextinguible. Devant lui, Marc Duval, son dernier allié fidèle, chuchote nerveusement, ses yeux balayant la ruelle. « Vincent, ils ont tout » murmure-t-il, sa voix tremblante. Les vidéos, les logs d'accès, ta tentative de piéger Dubois. Internal Affairs est sur ton dos. Ils ne lâcheront pas. Laroche ricane un son amer presque inhumain qui résonne dans l'obscurité. Il pense m'avoir brisé, grogne-t-il, ses poings se serrant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Dubois croit qu'elle peut me faire tomber comme ça. Je vais l'entraîner dans ma chute. Elle, ses alliés, tout le monde. Duval fronce les sourcils mal à l'aise, son regard fuyant. Comment elle a le département, la presse, même la communauté avec elle? Tu n'as plus rien. Laroche se penche, sa voix basse, venimeuse, comme un serpent prêt à mordre. On frappe là où ça fait mal. Ses alliés, sa réputation. Et cette journaliste, Nguyen. Elle en sait trop. Elle doit disparaître. Clara Nguyen, ignorant le danger mortel qui la guette, travaille tard dans les bureaux du journal local, ses lunettes glissant sur son nez alors qu'elle relit son article. C'est un exposé accablant, un coup de poignard dans le cœur de la corruption de Laroche. La vidéo qu'elle a obtenue, celle où il tabasse Jamal Carter, un jeune homme de 19 ans laissé paraplégique par sa brutalité, est sur le point d'être publiée. Clara sait que cet article changera tout. Il exposera Laroche non pas comme un officier déchu, mais comme un monstre qui a piétiné des vies sans remords. Mais elle sent une ombre planer sur elle. La nuit précédente, un inconnu a brisé la fenêtre de son appartement, laissant un message griffonné sur un bout de papier froissé. « Tais-toi, ou tu finiras comme Carter. » Clara a peur, son cœur bat à tout rompre, mais sa colère est plus forte. Elle pense à Jamal, à sa mère en pleurs à l'hôpital, à la douleur d'une famille brisée par un homme qui se croyait intouchable. Elle pense à Amina Diallo, une mère célibataire chassée de son logement par Laroche pour avoir osé le défier. Clara tape plus fort sur son clavier, ses doigts tremblants de rage. Elle ne se taira pas. La vérité doit éclater, même si elle doit en payer le prix. Au commissariat, Élise réunit son équipe dans une salle de réunion étouffante. Malik Turner, Sophie Leroux et une poignée d'officiers loyaux sont présents, leurs visages tendus. L'audit progresse à grands pas, déterrant des années de corruption enfouies sous des piles de rapports falsifiés. Les plaintes contre Laroche s'accumulent comme des preuves dans un procès, des arrestations abusives, des intimidations de civils, des témoignages étouffés. Mais un dossier plus que les autres fait bouillir le sang d'Élise. Amina Diallo, une immigrée sénégalaise, mère célibataire d'un enfant malade, avait osé porter plainte contre Laroche après qu'il lui avait extorqué de l'argent pour protection. En représailles, Laroche avait fait pression sur son propriétaire pour l'expulser. Amina et son fils s'étaient retrouvés à la rue sans ressources, l'enfant toussant dans le froid de l'hiver. Élise, en lisant le rapport, sent une colère brûlante monter en elle, une rage qui menace de la consumer. « Cet homme n'est pas un officier », murmure-t-elle, ses doigts serrant le dossier jusqu'à froisser le papier.
C'est un tyran, un monstre. Malik hoche la tête, son visage dure ses côtes, encore douloureuse de l'attaque qu'il a subie. Il faut l'arrêter pour de bons chefs. Il ne s'arrêtera pas. Élise acquiesce, ses yeux brillants d'une détermination froide. On le fera, mais il va frapper avant. Soyez prêts. Et Laroche frappe avec une cruauté qui dépasse l'entendement, un acte si ignoble qu'il glace le sang. Dans un geste désespéré pour reprendre le contrôle, il orchestre une attaque contre Malik. Une nuit, alors que Malik rentre chez lui, deux hommes masqués l'attendent dans une ruelle sombre. Leurs poings s'abattent comme des marteaux, leurs bottes s'écrasant sur son corps. Disent à Dubois d'arrêter, grogne l'un d'eux, son souffle chaud contre l'oreille de Malik. Un coup final fracture une côte, arrachant un gémissement de douleur. Malik s'effondre, le visage ensanglanté, le souffle court. Mais il refuse de crier, refuse de leur donner cette satisfaction. Lorsqu'ils disparaissent dans l'ombre, il se relève péniblement, chaque mouvement une agonie. Il appelle Élise, sa voix rauque brisée. C'était lui, Laroche. Il veut nous faire peur. Élise, à l'autre bout du fil, sent son cœur se serrer, la rage et la peur se mêlant en elle. « Reste en sécurité, Malik », répond-elle, sa voix tremblante mais ferme. « On va le coincer, je te le promets. » Mais la rage la consume. Laroche ne s'attaque pas seulement à elle. Il s'en prend à ceux qu'elle protège, à ceux qui croient en la justice, à ceux qui osent se dresser contre lui. C'est impardonnable, insupportable. Le lendemain, Clara publie son article. La vidéo de Laroche frappant Jamal Carter fait la une du journal, un cri de vérité qui résonne dans toute la ville. Les réseaux sociaux s'enflamment, des hashtags comme « Justice pour Jamal » et « Laroche in Prison » envahissent les écrans. La communauté de River Point hurle sa colère, des manifestations éclatent devant le commissariat. Des pancartes brandissent des slogans en lettres rouges « Justice pour Jamal »,« Plus jamais Laroche »,« Arrêtez les tyrans en uniforme ». Élise, debout à la fenêtre de son bureau, observe la foule. Elle sent le poids de leur espoir, de leur douleur, mais aussi celui de la menace qui plane. Laroche acculé est plus dangereux que jamais, un animal blessé prêt à tout pour survivre. Sophie Leroux entre un dossier à la main, son visage grave. « On a du nouveau », dit-elle, sa voix basse. Un témoin anonyme affirme que Laroche planifie une dernière attaque. Il veut salir votre nom, chef. Une accusation publique montée de toutes pièces. Élise hoche la tête, ses yeux brillants d'une détermination froide. Qu'il essaie. On sera prêt. Laroche, dans un entrepôt désaffecté à la périphérie de River Point, rencontre un contact véreux, Bruno Costa, un ancien informateur au regard fuyant. L'air sent la rouille et l'huile rance. Laroche jette une enveloppe d'argent sur une table branlante. « J'ai besoin de preuves contre Dubois », grogne-t-il, sa voix rauque de désespoir. « Faux témoignages, documents falsifiés, n'importe quoi. » Bruno, maigre, nerveux, hésite, ses doigts tripotant l'enveloppe. Vincent, elle est intouchable. Tout le monde la soutient maintenant. Laroche explose, saisissant Bruno par le col, ses yeux brillants de rage. Intouchable. Personne ne l'ait fait, le ou je te détruis. Je sais où vit ta sœur, Bruno. Tu veux qu'elle ait des problèmes? Bruno blêmit, terrifié, et acquiesce à contre-cœur. Laroche sait que c'est sa dernière carte. S'il peut discréditer Élise, l'audit s'effondrera, les manifestations s'essouffleront et il pourra reprendre le contrôle. Il croit encore pouvoir gagner. Mais il sous-estime Élise comme toujours. Élise, elle a anticipé ce coup. Avec l'aide de Malik, elle a transformé le département en une forteresse de surveillance. Chaque email, chaque appel, chaque connexion au serveur est tracée, analysée, archivée. Des caméras discrètes surveillent les salles d'archives, les bureaux, même les couloirs. Lorsqu'un faux rapport accusant Élise de corruption est déposé dans le système signé par un pseudonyme, les alarmes se déclenchent. Malik, malgré la douleur qui irradie de ses côtes, travaille sans relâche pour remonter la piste. Il découvre que le rapport vient de Bruno Costa, un pion de Laroche. « On l'a », murmure-t-il, un sourire fatigué mais triomphant aux lèvres. Il transmet les preuves à Élise, qui hoche la tête, son regard d'acier. Il est temps de mettre fin à ça, pour de bon. Le lendemain, à l'aube, les officiers d'Internal Affairs frappent à la porte de Laroche. Les coups résonnent comme un glas dans la maison silencieuse. « Vincent Laroche, ouvrez. Nous avons un mandat », hurle un officier. Laroche, hagard, enfile un vieux sweat, son cœur battant à tout rompre. Il envisage de s'enfuir par la fenêtre arrière, mais des lumières rouges et bleues clignotent déjà dans son jardin. Il est cerné.
Lorsqu'il ouvre la porte, les officiers entrent en trombe, leur visage impassible. Vous êtes en état d'arrestation pour obstruction de justice, falsification de preuves, agression et conspiration pour discréditer un officier supérieur, déclare l'officier en chef. Un homme à la voix ferme ses yeux, ne quittant pas Laroche. Les menottes se referment sur ses poignets, le métal froid mordant sa peau. Laroche, furieux, tente de résister, criant « Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai servi cette ville pendant 20 ans. » Mais les officiers le traînent dehors sous les regards des voisins qui murmurent derrière leurs rideaux. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Laroche, l'intouchable, est tombé. Le procès est un événement qui secoue River Point. La salle d'audience est bondée, l'air étouffant, saturé d'anticipation. Journalistes, citoyens, officiers, tous sont là pour assister à la chute de Laroche. Élise, assise au premier rang, observe impassible son visage, un masque de détermination. Clara, à ses côtés, prend des notes, son stylo tremblant d'excitation contenue. Malik, le visage encore marqué par les coups, se tient droit, refusant de montrer sa douleur. Sa femme, Léna, à ses côtés, serrant sa main. Laroche, menotté, entre dans la salle, son regard balayant la foule comme un animal traqué. Lorsqu'il croise celui d'Élise, la haine dans ses yeux est presque palpable, un feu qui refuse de s'éteindre. Mais Élise ne fléchit pas. Elle est là pour la justice, pas pour la vengeance. Elle est là pour Jamal, pour Amina, pour tous ceux que Laroche a écrasés sous son pouvoir. Le juge, une femme âgée aux cheveux gris et à l'expression sévère, entre imposant le silence d'un regard. Elle lit les charges, sa voix, résonnant comme un verdict divin. Vincent Laroche, vous êtes accusé d'obstruction de justice, falsification de preuves, abus de pouvoir, agression et conspiration pour discréditer un officier supérieur. Comment plaidez-vous? Laroche, poussé par son avocat, un homme au costume froissé et au regard fatigué, murmure « coupable ». Le mot est un aveu arraché, un goût de cendre dans sa bouche. La salle murmure, les flashs des caméras crépitent comme une tempête. Le juge poursuit implacable. Vous avez abusé de la confiance de cette ville. Vous avez utilisé votre badge comme une arme, brisant des vies sans remords. Vous avez détruit des familles comme celle d'Amina Diallo laissée à la rue. Vous avez mutilé des innocents comme Jamal Carter, qui ne marchera plus jamais. Ce tribunal vous condamne à 18 ans de prison fédérale, sans possibilité de libération conditionnelle, avant 12 ans. Laroche vacille, ses jambes cédant presque sous lui. 18 ans. Le mot le frappe comme un coup de poignard, lui coupant le souffle. La salle explose en murmures, certains applaudissent, d'autres restent silencieux, abasourdis par la sévérité du verdict. Élise ne bouge pas, son visage de marbre. Elle ne savoure pas la victoire. Elle sait que la justice n'efface pas les cicatrices, qu'elle n'efface pas la douleur de Jamal, d'Amina, de Malik. Le juge conclut, son regard perçant comme une lame. Que ceci soit un avertissement à tous, personne n'est au-dessus de la loi, pas même ceux qui prétendent l'incarner. Le marteau s'abat, un son sec et final qui scelle le destin de Laroche. Alors qu'on l'escorte hors de la salle, Laroche se tourne vers Élise, une dernière fois, ses yeux brûlants de haine. « Ce n'est pas fini, Dubois », siffle-t-il, sa voix tremblante de rage et de désespoir. « Tu crois avoir gagné, ils te trahiront tous. Cette ville te dévorera. » Élise, immobile, répond d'une voix calme, mais ferme, chaque mot pesant comme du plomb. « Peut être. Mais je ne serai jamais comme toi. Je ne construirai pas mon pouvoir sur la peur et la douleur des autres. » Les officiers le poussent vers la sortie, ses menottes, cliquetant à chaque pas, un son qui résonne comme la fin d'une ère. La porte se referme derrière lui, et Laroche disparaît, emportant avec lui l'illusion de son pouvoir, une ombre brisée par la lumière de la vérité. Dehors, la foule attend une mer de visages en colère, d'espoir, de douleur. Les manifestants scandent des slogans, leur voix résonnant dans les rues de River Point. Justice pour Jamal, plus jamais Laroche, la vérité vaincra. Des pancartes s'élèvent, certaines peintes à la main, d'autres ornées de photos de Jamal et d'Amina. Clara, son article publié, est entourée de journalistes, leurs micros tendus comme des armes. Elle parle avec passion, sa voix tremblante d'émotion mais portée par une conviction inébranlable. Ce n'est pas seulement la chute d'un homme, déclare-t-elle, ses lunettes embuées par la chaleur de la foule. C'est un signal, la corruption ne peut plus se cacher. La vérité est plus forte que la peur. Élise sort du tribunal, les flashs des caméras l'aveuglant. Elle lève une main, imposant le silence, sa présence, commandant le respect. Aujourd'hui, nous avons prouvé que la justice n'est pas un vain mot,
déclare-t-elle, sa voix résonnant dans la foule comme un appel aux armes. Vincent Laroche est tombé parce qu'il se croyait intouchable. Mais personne ne l'est. Pas quand une communauté se lève unie pour exiger la vérité et la responsabilité. La foule applaudit un grondement qui secoue les murs de la ville. Mais Élise ne sourit pas. Elle pense à Jamal cloué à un fauteuil roulant pour le reste de sa vie. Elle pense à Amina luttant pour reconstruire une vie pour son fils. Elle pense à Malik, à Léna, à Clara, à tous ceux qui ont risqué leur vie pour cette victoire. Elle pense aux batailles à venir aux ombres qui attendent dans les coulisses aux autres Laroche qui se cachent encore dans le système. La justice est un combat sans fin et elle est prête à le mener pas à pas jusqu'à ce que chaque badge représente la protection et non l'oppression. Dans la foule, Malik serre la main de Léna qui pleure de soulagement leurs enfants à leur côté inconscient du poids de ce moment. Clara, épuisée mais triomphante, range son carnet, un sourire discret aux lèvres. Sophie Leroux, à l'écart, observe Élise avec un respect silencieux. River Point a changé. Pas complètement, pas encore, mais les fondations d'un nouveau départ sont là, solides, inébranlables. À vous, spectateurs. Si l'injustice de Laroche, ses crimes odieux, sa cruauté sans limite, son mépris pour les vies qu'il a brisées, vous révolte, si vous croyez que la justice doit triompher contre les tyrans en uniforme, hurlez votre colère, likez cette histoire, partagez-la et commentez « Justice pour tous » pour soutenir Élise Jamal Amina. Et tous ceux qui luttent contre la corruption, ce n'est pas la fin. D'autres batailles attendent d'autres ombres, se tapissent dans l'obscurité. Restez avec nous, car la vérité continuera de briller et ensemble nous ferons tomber les tyrans un par un jusqu'à ce que la justice règne. L'histoire d'Élise Dubois, racontée à travers l'affront injuste, la chute du prédateur et le verdict implacable, transcende le cadre d'un simple récit dramatique pour devenir une parabole puissante sur la justice, la résilience et la lutte contre l'oppression. Cette saga ancrée dans les valeurs universelles, mais teintée d'une sensibilité française, qui exalte l'égalité, la fraternité et la liberté, nous plonge dans un tourbillon d'émotions, la colère face à la cruauté de Vincent Laroche, l'admiration pour la détermination inébranlable d'Élise, l'espoir lorsque la vérité triomphe et une profonde réflexion sur notre propre rôle dans la société. En tant que spectateurs, nous ne sommes pas seulement divertis. Nous sommes interpellés, poussés à examiner nos convictions et à tirer des leçons concrètes pour transformer notre quotidien. À travers une analyse approfondie, explorons les enseignements de cette histoire et comment ils s'appliquent à notre vie dans l'esprit de la culture française, qui valorise le débat, l'engagement et la responsabilité collective. Le premier enseignement et peut être le plus frappant est celui du courage face à l'adversité. Élise Dubois, en tant que première femme noire à occuper le poste de chef de police à River Point, incarne une figure de résistance héroïque. Dès son arrivée, elle est confrontée à un mur d'hostilité, le racisme insidieux, le sexisme rampant et une corruption profondément enracinée dans les structures du département de police. Pourtant, elle ne vacille jamais. Son regard d'acier, sa voix ferme et sa stratégie méthodique face à Laroche témoignent d'une force intérieure qui transcende les obstacles. Dans la culture française où l'on célèbre des figures historiques comme Jeanne d'Arc, qui a défié les puissants pour sauver son pays, ou Simone Veil qui a lutté pour les droits des femmes, dans un monde dominé par les hommes, le courage d'Élise trouve un écho profond. Elle n'est pas une héroïne intouchable. Elle est humaine, consciente des risques, mais elle choisit d'avancer malgré la peur. Cette leçon est universelle, mais elle résonne particulièrement dans un contexte français où l'on valorise l'audace de défendre ses convictions, même au prix de sacrifices personnels. Dans nos vies, ce courage peut prendre des formes variées. Il peut s'agir de dénoncer une injustice au travail comme un collègue harcelé ou une pratique discriminatoire, même si cela risque de nous isoler. Il peut s'agir de s'opposer à des commentaires racistes ou sexistes dans un cercle familial brisant le silence complice. Ou encore, il peut s'agir de persévérer dans un projet personnel malgré les doutes et les critiques. Élise nous enseigne que le courage n'est pas l'absence de peur mais la décision d'agir malgré elle. En France où les manifestations et les débats publics sont des piliers de la démocratie, cette leçon nous pousse à ne pas rester passifs. Nous devons oser parler, oser agir, oser défier les injustices, même lorsque la voie est semée d'embûches. Comme Élise, nous devons nous tenir droit, le regard fixé sur l'horizon, et refuser de plier face à l'intimidation.
Le deuxième enseignement tout aussi crucial est l'importance de la solidarité dans la lutte pour la justice. Élise ne triomphe pas seule. Elle est entourée d'alliés qui risquent tout pour la soutenir. Malik Turner, qui brave les menaces contre sa famille pour déterrer la vérité. Clara Nguyen, qui met sa vie en danger pour publier des preuves accablantes. Et Sophie Leroux, qui choisit l'intégrité au détriment de la loyauté aveugle envers ses collègues. Ensemble, ils forment un rempart contre la corruption incarnée par Laroche. Cette solidarité reflète une valeur fondamentale de la culture française, la fraternité inscrite dans la devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité ». La fraternité, ce n'est pas seulement un mot. C'est une force qui unit les individus dans un combat commun, une conviction que personne ne peut changer le monde seul. L'histoire d'Élise nous rappelle que les grandes victoires, qu'il s'agisse de réformes sociales comme la lutte pour l'égalité des droits en France, ou de combats locaux contre les abus, naissent de l'union des efforts. Dans notre quotidien, cette leçon nous invite à repenser nos relations avec les autres. Sommes-nous prêts à soutenir un collègue qui dénonce une injustice? Même si cela nous expose à des représailles, sommes-nous prêts à rejoindre une association locale pour défendre une cause qui nous tient à cœur comme l'accès au logement ou l'éducation pour tous? Ou encore, sommes-nous prêts à vraiment écouter ceux qui souffrent en silence autour de nous? La solidarité d'Élise Malik et Clara nous pousse à agir concrètement. En France, où les mouvements citoyens, comme les Gilets jaunes ou les manifestations pour le climat, ont montré la puissance de la collectif, cette leçon est un appel à l'engagement. Nous devons tendre la main, amplifier les voix marginalisées et construire des ponts là où les divisions menacent de nous séparer. Comme Élise l'a appris, aucun combat n'est gagné en solitaire. C'est dans l'union que nous trouvons la force. Le troisième enseignement peut être le plus troublant, concerne la nature du pouvoir et sa corruption inévitable lorsqu'il est exercé sans responsabilité. Vincent Laroche, avec son badge et son autorité, se croit intouchable. Il utilise son pouvoir non pas pour protéger, mais pour opprimer, brisant des vies comme celle de Jamal Carter et d'Amina Diallo sans le moindre remords. Son arrogance, sa certitude d'être au-dessus des lois le conduit finalement à sa chute. Cette leçon est universelle, mais elle trouve un écho particulier dans la culture française où les abus de pouvoir, qu'ils viennent de politiciens, de chefs d'entreprise ou d'institutions, sont scrutés avec méfiance. Des scandales comme ceux impliquant des figures publiques ou des entreprises ont renforcé cette vigilance, rappelant que le pouvoir sans contrôle devient une arme destructrice. Appliquons cette leçon à nos vies. Que nous soyons managers, enseignants, parents ou simples citoyens, nous exerçons tous une forme de pouvoir, même modeste. La manière dont nous l'utilisons définit qui nous sommes. Sommes-nous des Laroche qui imposent leur volonté par la peur et l'intimidation? Ou sommes-nous des Élises qui utilisent leur autorité pour servir, protéger et élever les autres? Dans nos interactions quotidiennes, cela signifie prendre des décisions avec humilité, écouter les critiques et reconnaître nos erreurs. Cela signifie aussi tenir les puissants responsables, qu'il s'agisse de voter pour des leaders intègres, de signaler des abus dans nos lieux de travail ou de participer à des débats publics pour exiger la transparence. En France, où la responsabilité est une exigence citoyenne, cette leçon nous rappelle que le pouvoir n'est pas un droit, mais une responsabilité. Comme Élise, nous devons veiller à ce que nos actions servent le bien commun et non nos propres intérêts. Un autre enseignement souvent sous-estimé est la puissance de la vérité face aux mensonges. Laroche construit son pouvoir sur des ruses, des faux rapports, des rumeurs toxiques. Mais la vérité portée par Clara et soutenue par Élise finit par éclater, brisant ses illusions d'invincibilité. Dans la culture française, où la liberté d'expression et la presse jouent un rôle clé, cette leçon est un rappel de l'importance de chercher la vérité même lorsqu'elle est inconfortable. Appliquer à notre vie, cela signifie cultiver l'honnêteté dans nos relations, vérifier les informations avant de les partager et soutenir les journalistes et les lanceurs d'alerte qui risquent tout pour révéler des injustices. Cela signifie aussi avoir le courage de dire la vérité, même lorsque le silence serait plus facile. Comme Clara, nous devons être des gardiens de la vérité, car c'est elle qui libère et guérit. Enfin, l'histoire d'Élise nous enseigne la persévérance dans la lutte pour un monde meilleur. Le triomphe final, bien que satisfaisant, n'efface pas les cicatrices laissées par Laroche. Jamal ne remarchera pas. Amina devra reconstruire sa vie. Malik portera longtemps les marques de son agression. Pourtant, Élise continue consciente que la justice est un combat sans fin. Cette persévérance
résonne avec l'esprit français où les réformes sociales, de l'abolition de l'esclavage à la légalisation du mariage pour tous, ont été gagnées par des décennies de lutte. Dans nos vies, cela signifie ne pas se décourager face aux échecs, continuer à défendre nos valeurs et croire que chaque petit pas compte. Que ce soit en recyclant pour protéger l'environnement, en éduquant nos enfants à respecter la diversité ou en militant pour des causes locales, la persévérance est la clé du changement. Cette histoire nous secoue, nous révolte, mais elle nous inspire profondément. Elle nous rappelle que la justice exige du temps, du sacrifice et une foi inébranlable en ce qui est juste. Dans la culture française où les idéaux d'égalité et de liberté sont débattus avec passion dans les cafés, les salles de classe et les places publiques, l'histoire d'Élise est un cri de ralliement. Appliquons ces leçons, soyons courageux face aux injustices solidaires, dans nos combats responsables, dans l'exercice de notre pouvoir honnête, dans notre quête de vérité, et persévérants dans notre désir de changement. Ensemble, nous pouvons transformer nos communautés, nos lieux de travail et nos vies pas à pas jusqu'à ce que la justice ne soit plus un idéal, mais une réalité. Si cette histoire vous a ému, si le courage de Lise, la solidarité de ses alliés et la chute de Laroche vous ont inspiré passer à l'action, likez cette vidéo pour montrer votre soutien à la justice, partagez-la avec vos amis pour répandre ce message d'espoir et de changement. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucune de nos histoires qui donnent du sens. Et laissez un commentaire avec « Justice pour tous » pour rejoindre notre mouvement. Ensemble, faisons entendre nos voix et construisons un monde où la vérité et l'égalité triomphent toujours